Nous sommes à Paris, à l'hiver 2025. Les importantes pluies qui arrosent le nord de la France depuis plusieurs semaines ont causé une importante crue de la Seine. Le fleuve a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un siècle et est sorti de son lit. Il inonde les rues de la capitale et de sa banlieue, paralysant un bon nombre des activités de la ville. Que se passerait-il dans ce cas? Quelles seraient les conséquences concrètes d'une importante crue de la Seine? C'est ce dont on va parler avec Frédéric Gache, ingénieur en gestion des risques d'inondation. Bonjour Frédéric Gache, on est ravi d'être avec vous. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît? Alors, j'ai 46 ans, je travaille dans un établissement public territorial de bassin qui s'appelle Seine-Grand Lac et je m'occupe essentiellement de prévention des inondations à l'échelle donc, du bassin de la Seine, à peu près 45 000 km², des sources jusqu'à la sortie de l'agglomération francilienne. Alors on va parler d'une potentielle crue de la Seine, une crue centennale. On prend pour référence la crue de 1910 régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette crue de 1910 et puis nous expliquer ce qu'est une crue centennale, s'il vous plaît? Oui, alors il faudrait déjà savoir quelle crue de 1910, parce que l'année 1910, il y a eu 3 crues. Celle de janvier. Janvier-mars 1910, évidemment, puis une crue l'été et une crue au mois de novembre. Donc si c'est de la crue hivernale dont vous parlez, oui, c'est une référence aujourd'hui pour les pouvoirs publics, pour les gestionnaires, pour les médias, beaucoup, puisqu'elle constitue une des premières catastrophes qui a été filmée au monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé là pendant cet hiver 1910? Ce qui s'est passé, comme pour toutes les grandes crues de la Seine, je dis bien les grandes crues, plus de 6 mètres, il faut des périodes de pluie importantes dans les mois qui précèdent, qui vont saturer les sols de ce grand bassin sédimentaire. Donc en 1909, c'est une année relativement pluvieuse, notamment l'automne. Donc là où on a une période préparatoire qui commence à saturer les sols de façon assez conséquente. Et puis arrive le mois de janvier où on a une succession, dans un temps assez rapproché, de séquences pluvieuses. Et on a une crue qui commence à peu près vers le 15 janvier et qui va culminer, on va dire, vers le 28 janvier à Paris, donc à 8,60 m. Et on va redescendre en dessous des seuils d'alerte le 15 mars. Donc une crise de 2 mois, 15 janvier, 15 mars. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une crue centennale pour qu'on comprenne bien? Alors, la crue centennale, en fait, c'est une statistique. Quand on a de la chance, en Ile-de-France, on dispose à peu près 150 ans de données. Et on regarde sur ces 150 ans les différentes variations de la Seine. Et on regarde, par exemple, la crue de 1910, elle a une chance sur 100 de se produire chaque année. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement à 8,60 m? Qu'est-ce qui s'est passé dans Paris à ce moment-là? Quel a été l'impact sur la vie des Parisiens? Il faut bien remettre les choses dans leur contexte de l'époque, c'est-à-dire que l'Île-de-France à l'époque c'est 4,5 millions d'habitants, dont 3,5 millions à Paris. La banlieue n'existe pas, ou très très peu. Enfin, n'existe pas dans la forme qu'on la connaît aujourd'hui. On ne retrouve pas les millions d'habitants qu'il y a aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a eu, en fonction de la montée de l'eau, des évacuations de population. Les réseaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, électricité, bus, métro, chauffage urbain, n'existent pas dans la forme moderne, c'est-à-dire que le métro est en construction. L'électricité est encore très embryonnaire, il y a assez peu de gens qui sont distribués par le courant, je ne parle même pas du téléphone. Donc il y a moins d'impact sur les réseaux qu'aujourd'hui, mais quand même le métro est inondé. Il y a quand même des bâtiments dont les fondations ont quand même bien été éprouvées. On en a des photos où on voit qu'on a bien des creusements au niveau des bâtiments. Par contre, là, dans la banlieue, on a des phénomènes de maisons qui s'effondrent. Ça, c'est réel, ça a été observé. On a aussi, par contre, la voie ferrée Paris-Orléans dans le Val-de-Marne qui est totalement désolidarisée de son ballast. Donc ça, il faudra des mois pour la remettre en service. Donc si aujourd'hui, évidemment, ça se reproduisait, les conséquences ne seraient pas du tout de la même ampleur. Ça serait une catastrophe bien plus complexe à gérer, pour les raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 12 millions de personnes. Et puis, une agglomération moderne dont le fonctionnement dépend des réseaux, enfin du fonctionnement des réseaux
qui assure un certain nombre de missions de service public, donc l'électricité, l'eau potable, l'assainissement, les transports en commun, le chauffage urbain, etc., etc. Alors du coup, que se passerait-il si une crue comme celle de 1910 arrivait aujourd'hui ? Alors, les conséquences seraient totalement différentes parce que la ville a vraiment beaucoup changé depuis et la banlieue aussi. Aujourd'hui, c'est une vraie métropole, c'est plus seulement la ville de Paris. On est sur un système urbain qui s'étend sur une surface beaucoup plus importante et avec une population qui a été multipliée par 3. Donc ça, déjà, il y a on va dire une multiplication des enjeux, ce qu'on appelle les enjeux, la population, les entreprises, les équipements publics, qui sont développés sur le territoire, et notamment dans les zones d'expansion des crues, que ce soit le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine ou même à l'intérieur de Paris. Donc ça, c'est une première chose. Ce que je n'ai pas précisé pour 1910, mais qui revêt une importance considérable aujourd'hui, la ville moderne est enterrée pour une grande partie des réseaux. L'essentiel des réseaux sont enterrés, et sont enterrés dans un milieu qui est poreux. Donc il y a 3 nappes, si vous voulez, alluviales sous Paris, et première couronne. Et donc quand la Seine monte, évidemment, dans les sous-sols, la Seine montant, même avant que ça déborde, la Seine se répand dans sa plaine alluviale, qui va peu ou prou dans Paris, du bas de la gare de l'Est jusqu'à la gare Montparnasse. Et donc on a quoi comme réseau enterré ? Vous avez parlé électrique, des réseaux électriques ? Mais tous les réseaux sont enterrés. L'électricité, l'assainissement, l'eau potable, les transports. Donc avant même, si vous voulez, que ça déborde dans Paris ou dans la proche banlieue, vous aurez déjà des impacts sur les réseaux. Donc notamment perte d'électricité, et à partir du moment où l'électricité tombe, eh bien, en cascade, vous allez avoir les autres qui vont s'arrêter. Alors perte d'électricité dans tout Paris ou dans quelle zone ? Alors dans une zone qui correspond à la zone inondée et même au-delà. Donc les impacts, notamment sur la question de l'électricité, devraient, si on avait les niveaux de 1910, devraient être à peu près concerner un tiers de Paris, de part et d'autre, les zones qui sont de part et d'autre de la Seine. Donc aujourd'hui, le réseau le plus impacté, c'est l'électricité, mais celui qui l'est encore plus, c'est le chauffage urbain, qui là, lui, en plus, à partir de 7,50 m dans Paris, toutes les usines qui assurent le chauffage urbain, en tout cas une très grande partie, ne fonctionneraient plus. Et là, si vous avez les cartes, en toile d'araignée, ça se répand sur les 3/4 de Paris. Les 3/4 de Paris n'auraient plus de chauffage urbain, et le chauffage urbain dessert des bâtiments publics, notamment des hôpitaux, des écoles, des maisons de retraite, mais aussi tout le parc d'HLM de la ville de Paris. Donc ça fait on va dire un parc de bâtiments assez conséquent. D'accord. Vous parlez des hôpitaux, je sais que certains hôpitaux, notamment je crois l'hôpital Pompidou, sont enterrés. Est-ce qu'il y aurait des impacts C'est pas qu'ils sont enterrés, il y a une partie, Oui, il y a une partie en sous-sol. sous-sol qui serait impactée, et notamment un certain nombre de plateaux d'opération. Et donc là, évidemment, la propagation de la nappe avant même que ça déborde entraînerait l'interruption du fonctionnement et l'évacuation de l'hôpital. Donc il n'y aurait pas forcément de mort directe, comme on peut l'observer dans le sud, si vous voulez, mais il pourrait y avoir, en tout cas c'est ce qui est modélisé, c'est qu'il pourrait y avoir un phénomène, comme il y a eu après la canicule de 2003, un phénomène de mort indirecte, lié au fait que des gens qui étaient en soins intensifs devant être évacués vont mourir pendant leur transfert. Des gens dont l'opération était prévue, qui ne pourront pas l'avoir, vont en souffrir. Donc il y aura certainement un phénomène de ce type qui pourra être observé à ce moment-là pour une crue de très grande ampleur. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui avec la crise du Covid. Quand des hôpitaux sont bondés pour traiter une pathologie, les autres pathologies attendent. Bon, pour la crue, je pense que ce sera sans doute un phénomène de ce type-là qu'on observera. Alors justement, vous parlez de la crise du Covid, donc avec les confinements, il y a eu un arrêt de l'activité économique, en tout cas partielle dans certains secteurs. À Paris, énormément de personnes qui y travaillent viennent des banlieues justement, qui viennent en RER, en métro. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact justement des perturbations liées à l'arrêt des transports en commun ? Alors, il y aura un impact évidemment, mais on serait avant la période du Covid, je serais plus noir que ce que je vais être là, sur le tableau. C'est-à-dire qu'avant le Covid, nous, on pensait qu'évidemment, il fallait vraiment
que le télétravail se développe. D'ailleurs, on le voyait lorsqu'on faisait des exercices dans certaines entreprises, dans de très grandes entreprises qui ont les moyens de faire du télétravail. On sait que 70% des agents qui sont utiles à la continuité d'activité ne pourraient pas se rendre sur site. Même si leur lieu de travail n'est pas inondé et leur habitation n'est pas inondée, mais si le réseau de transport qui les dessert l'est, ils ne pourraient pas rejoindre ni être utiles donc à la continuité d'activité. Donc la question du télétravail aujourd'hui, il faut qu'on retravaille sur ces impacts-là, mais améliorerait sensiblement les impacts qu'on aurait pu observer avant. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, en une semaine, tout le monde est passé de c'est impossible à faire du télétravail à tout le monde est en télétravail, évidemment. Mais parce qu'en termes de réseau de transport, lesquels seraient touchés là, en cas d'inondation, donc à 8,60 mètres ? Au pic de crue, les collègues de la RATP montrent qu'en dehors de la ligne 2 et de la ligne 6 qui contournent, qui font le tour de Paris par le nord pour la 2 et par le sud pour la 6, et dont une grande partie d'ailleurs est en aérien pour la 6 et la 2, en dehors de ces deux lignes-là, pour le reste, ce serait compliqué. Donc oui, là, sur les transports, il y aurait vraiment des impacts importants, sur l'électricité également. Sur l'eau potable, évidemment, 70% de l'eau potable étant pompée en rivière, Marne et Seine, les usines étant au plus proche de l'eau, elles seraient impactées elles aussi. Alors si les installations elles-mêmes ne le sont pas, là aussi, les réseaux électriques le seraient sans doute. Et puis, comme on a pu le voir pour 2018, quand vous avez une eau en crue vraiment avec beaucoup de sédiments, ça demande d'utiliser beaucoup plus de réactifs pour traiter l'eau. Et je ne suis pas sûr que sur une crise qui dure 2 mois, les stocks seraient suffisants pour faire face. Là, vous avez dit 2 mois, donc là, quand on parle de... 2 mois dans l'eau, hein. Ouais. 2 mois dans l'eau. Donc, c'est pas une crise de 2 mois, hein. Ouais, c'est ça. 2 mois dans l'eau, et après, une fois que l'eau est partie, il faut évidemment sécher, pomper l'eau et évacuer, sécher, nettoyer, vérifier que les fondations dans les sous-sols ou en surface de bâtiments qui l'ont été. En surface, la crue de 1910, l'étendue de la crue de 1910, c'est 400 000 bâtiments touchés en Ile-de-France, donc c'est considérable. Mais une crise de ce type, on a travaillé avec l'OCDE il y a quelques années, justement pour essayer de mesurer les impacts à la fois économiques mais aussi sociaux d'une crise de ce type. Et on est à minimum entre 3 et 6 mois d'impact post-crue. Hein. Ce qui est certain, c'est que ça aura des impacts pendant plusieurs mois, sans doute plusieurs années, pour un certain nombre de services publics. Vous avez parlé des conséquences économiques. Est-ce que vous l'avez étudié un peu plus en détail, les conséquences économiques que pourrait avoir une telle crue sur certaines grosses entreprises, notamment en banlieue autour de Paris ? Alors, l'impact économique d'une crise de ce type-là, c'est totalement hors norme. Si on prend les 40 dernières années, il n'y a pas une crise d'inondation qui a dépassé 1 milliard, 1,5 milliard de dommages, ce qui est déjà important. Là, pour une crue comme 1910, on serait la première année sur des dommages à hauteur de 30 milliards d'euros. Donc vous voyez le facteur 30 par rapport à la crue la plus chère des 40 dernières années. Et puis les impacts sur le PIB à 5 ans se mesuraient à peu près là une 60aine de milliards supplémentaires. Donc on serait sur une crise à hauteur d'à peu près une 100aine de milliards d'euros. Ce qui est assez cohérent par rapport aux crises qu'on peut voir sur d'autres pays. Katrina, par exemple, aux États-Unis, a coûté 250 milliards de dollars pour une ville, et c'est pas lui faire offense, qui n'était pas une capitale du pays, ni une capitale économique. Donc oui, ça en fait une crise assez hors norme sur le territoire national. Et donc vous l'avez bien dit, Paris est la capitale économique, tout est centralisé sur Paris. C'est un tiers du PIB qui est fait sur un confetti territorial. Donc évidemment, de par cette concentration d'enjeux, d'entreprises et de biens, eh bien ça fait des impacts
pas disproportionnés, mais qui sont en rapport avec la densité d'enjeux qui sont exposés. Et en termes d'évacuation, ça concernerait combien de personnes? Combien de personnes, là, aujourd'hui, dans l'agglomération parisienne, vivent en zone inondable, par exemple? Alors, Paris Première Couronne, c'est entre 900 000, à peu près 900 000 personnes qui vivent directement les pieds dans l'eau, enfin en tout cas dans le limageur de la Seine. Donc, on va dire que, allez, bon an, mal an, 50% de la population est en bonne santé à l'âge adulte et en mesure de se prendre en charge elle-même. Donc je pense que les pouvoirs publics inviteront les gens à évacuer, encore faut-il savoir où ils peuvent aller. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas une maison de campagne en Normandie ou ailleurs. Hein. Parce que là, vous parlez donc de ces 900 000 personnes-là qui devraient évacuer? Ben, comment voulez-vous les maintenir sur place? Vous maintenez des gens sur place en zone inondable quand vous avez accès à l'électricité, à l'eau potable et à l'assainissement. Si vous n'avez pas un de ces trois-là, vous ne pouvez pas maintenir des gens sur place. Si les toilettes ne fonctionnent pas, si vous ne pouvez pas avoir d'eau, comment voulez-vous faire? L'électricité, c'est pareil. Surtout dans une ville où il y a beaucoup de logements collectifs. Même si vous êtes au 11e étage, vous ne serez pas dans l'eau, mais comme il n'y a pas de jus, vous pouvez pas vivre dans un immeuble comme ça. Donc fatalement, il faudra les évacuer. Je vois pas très bien comment, parce que ça me paraît tellement énorme, comment ça se matérialiserait concrètement l'évacuation de 900 000 personnes, presque 1 million de personnes. Comment ça se passe? Ça nous renvoie à des images qu'on n'a pas forcément envie de revoir, parce qu'en termes de masse de personnes, la dernière fois on a eu une crise de ce type à vivre, alors c'était un peu plus de personnes, c'était les 10 millions de personnes qui ont évacué pendant l'invasion allemande de 1940, dans les conditions que l'on sait, qui ont été dramatiques. Là, aujourd'hui, on a une chance sur l'Île-de-France, c'est qu'on a le temps de voir l'eau arriver. Donc on sait, aller à 2 jours près, à quel moment on va commencer à être inondé. Donc on a le temps d'évacuer. Mais encore une fois, je vous dis, il faudrait savoir où évacuer et pendant combien de temps. Parce que si on a une crise de plusieurs mois, que je vous disais, un bâtiment qui a été inondé, si on ne peut pas revenir dedans avant 5-6 mois, il faut savoir où installer la population. En termes de volume de population qu'est la ville de Naples avec une éruption possible du Vésuve, aujourd'hui, la population de Naples, c'est par quartier où elle évacuera, dans quelle partie de l'Italie. Tout ça est totalement planifié. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, cet effort de planification soit fait en France pour la région parisienne.